Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette édition 13h avancée à 11h30 et tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Jérôme Begré-Mambé était à Korogo hier samedi où il a procédé au lancement du forum Investir à Korogo dénommé Invest in Korogo. Objectif de ce forum, faire découvrir les potentialités du Poro aux investisseurs et les amener à investir dans la région du Poro. Pays invité d'honneur au forum Investir à Korogo, la Namibie et l'Afrique du Sud. Dans le fil de l'actualité, il y a cette entreprise agroalimentaire située dans la zone industrielle de Yopougon qui reprend du service après avoir été fermée fin 2023 pour non-respect des règles d'hygiène suite à une visite inopinée réalisée par les éléments de la Société de gestion de développement des infrastructures industrielles. On en parle dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale, largement réélu en décembre dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prêté serment hier samedi pour un second mandat. Plusieurs dizaines de milliers de personnes et près d'une vingtaine de chefs de l'État ont pris part à cet événement. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous, merci de nous suivre. La grande messe du football africain se déroule chez nous et la Côte d'Ivoire vous dit bienvenue, en d'autres mots, à Kwaba. Et vive donc le foot, vive la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, à l'affiche de cette énième journée de compétition comptant pour la CAN, le Maroc sera opposé à la République démocratique du Congo à 14h, la Zambie sera opposée à la Tanzanie sur le coup de 17h et l'Afrique du Sud sera opposée à la Namibie sur le coup de 20h. L'actualité est sportive et pour demeurer justement en symbiose avec cette actualité, la rédaction ce dimanche a décidé de porter un regard particulier sur un métier qui intervient de façon capitale dans la chaîne du sport. Il s'agit du métier d'agent de joueur de football. Dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevons à cet effet un agent de joueur de football, Monsieur Valère Sinclair. Bonjour Monsieur Valère Sinclair. Bonjour Herman. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Un plaisir. Eh bien avec vous, nous parlerons de ce métier. Nous essaierons d'en savoir davantage sur ce métier. Nous parlerons également de la nature de vos rapports avec vos poulains, votre impact sur la carrière des joueurs dont vous avez la gestion quotidienne. Madame, Monsieur, bienvenue sur ce plateau. Et on parlera donc de votre métier, on parlera également de football. Mais avant l'entame de cet entretien, Madame, Messieurs, sachez que le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à Korogo hier samedi, comme nous le disions dans les titres, où il a procédé au lancement du forum Investir à Korogo, dénommé Invest in Korogo. Objectif de ce forum, faire découvrir les potentialités du Poro aux investisseurs et les amener à investir dans la région du Poro. Pays invité d'honneur au forum Investir à Korogo, la Namibie et l'Afrique du Sud. Ami Sissoko. Le Premier ministre Begré-Mambé dans la capitale du Poro, Korogo. Le chef du gouvernement est venu spécialement prendre part à Invest in Korogo, un forum pour promouvoir les potentialités économiques et touristiques du Poro et surtout faciliter les investissements dans les secteurs agricoles, agro-industriels, culturels et miniers. La mairie est déterminée à soutenir tous ceux qui veulent investir chez nous. Les espaces nécessaires pour la réalisation de vos projets sont disponibles. Et la mairie de Korogo s'engage à faciliter les démarches. Le Poro est l'une des plus grandes régions productrices d'anacarde, de coton, de mangue, de maïs, de karité et d'arachide. Le potentiel de transformation de ces matières premières est extrêmement important. Le sous-sol de la région du Poro regorge de nombreuses ressources minérales, dont l'or, le diamant et le manganèse. Initiative du CPC, de la Chambre d'industrie et du commerce en collaboration avec le Conseil régional du Poro et la mairie de Korogo, la première édition de Invest in Korogo a pour invité d'honneur la Namibie et l'Afrique du Sud, deux nations qui prennent part à la 34e édition de la CAN dans la poule E, logée justement à Korogo. Je me réjouis donc de la tenue de ces forums économiques et touristiques dans la capitale du Poro. Toutes choses qui témoignent éloquemment de la contribution de la diplomatie au développement économique de notre pays, tel que souhaité par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je demeure convaincu qu'au sortir de ces forums, la région du Poro bénéficiera de l'expertise et des investissements de nos amis de l'Afrique australe. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud reste disponible pour accompagner les échanges issus de ces forums.
Korogo est la troisième plus grande ville de la Côte d'Ivoire qui abrite actuellement la poule E de la CAN. Une occasion pour les organisateurs de ce forum de tirer profit de ce grand rassemblement sportif. Les potentialités du Poro sont donc exposées aux investisseurs et chefs d'entreprise. Le Premier ministre Begré Mambé, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et diplomates étrangers, les invite à investir à Korogo. Comment ne pas venir encourager l'initiative d'incitation à l'investissement dans une région dont les peuples ont démontré leur résilience par des performances établies dans la production de nombreux produits de spéculation malgré les conditions quelquefois très agressives de l'espace et du climat. Comment ne pas travailler à valoriser les importants efforts d'investissement qui ont été faits dans cette région pour rendre effectif l'indispensable relais que le secteur privé doit assurer pour garantir la poursuite de la dynamique économique dans le long terme. Le forum Invest in Korogo, ce sont les rencontres B2B et les panels. Débuté ce samedi 20, il prend fin demain dimanche. Les résultats attendus sont entre autres la révalorisation du patrimoine culturel du Poro et la transformation des cultures clés de la région, notamment la mangue, l'anacade, le coton, le beurre de karité et le miel. De Ami Sissoko. Dans le fil de l'actualité, il y a cette entreprise agroalimentaire. Nous en parlions dans l'entame de cette édition à l'annonce des titres, située dans la zone industrielle de Yopougon, qui reprend du service après avoir été fermée fin 2023 pour non-respect des règles d'hygiène suite à une visite inopinée réalisée par les éléments de la Société de gestion de développement des infrastructures industrielles. La Direction générale de l'industrie a procédé à sa réouverture. Juliette Ouéa. Août 2023, commune de Yopougon. Cette entreprise de production et de vente de crème glacée fait l'objet d'une fermeture temporaire pour non-respect des normes de qualité. Décision prise par le ministère du Commerce et de l'Industrie après une visite inopinée de la SOGEDI, Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Les produits qui sortaient d'ici n'étaient pas faits selon les normes. Il n'y avait pas de stérilisation, il n'y avait pas d'isolation et ça représentait un véritable danger pour nos populations. Environ 5 mois après sa fermeture, l'entreprise sanctionnée améliore son unité de production, ce qui favorise sa réouverture. Après avoir constaté avec satisfaction la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations, nous sommes revenus ici à l'entreprise procéder à la réouverture officielle de cette unité de production et profiter de l'occasion pour féliciter l'opérateur pour tous les efforts qui ont été faits et en même temps l'encourager. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les produits qui sortent de nos unités de fabrication, surtout alimentaires, respectent les normes pour garantir la santé des populations. Le dirigeant de cette structure agroalimentaire se dit désormais conscient de sa responsabilité relative à l'hygiène. Nous avons entrepris de mettre en œuvre et en application ces recommandations et le résultat est ce que vous avez pu découvrir aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, l'hygiène dans les industries agroalimentaires est soumise à des règles rigoureuses. Les entreprises du secteur sont en effet responsables juridiquement de la sécurité sanitaire des denrées qu'elles produisent, stockent, transportent et vendent. Direction à présent le Sénégal, où le président Macky Sall a inauguré l'agence auxiliaire de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dans la ville de Saint-Louis. L'objectif est d'accompagner le système bancaire sénégalais dans son implantation dans les régions. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Inauguré ce vendredi par le président du Sénégal, Macky Sall, qui avait à ses côtés le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Adama Coulibaly, l'agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO de Saint-Louis, est bâtie sur une superficie d'environ 2 hectares. C'est un bâtiment R+2 à usage de bureaux, d'annexes et de locaux techniques. Il s'inscrit, selon le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Brou, dans le cadre d'un programme d'extension du réseau des agences de l'institution. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions, promouvoir la bancarisation et d'améliorer la circulation fiduciaire. Le président Macky Sall a saisi l'occasion
pour mettre en exergue les vertus de l'intégration pour les 8 pays de l'Union et la pertinence de la vision qu'il a portée. Cette démarche est aussi conforme à notre politique d'équité territoriale et à la stratégie nationale d'inclusion financière pour faciliter l'accès aux services financiers à tous les segments de la population. L'agence auxiliaire de la BCAO de Saint-Louis est la 3e du Sénégal, après celle des villes de Ziguinchor et de Koualek. Et ici en Côte d'Ivoire, dans l'enseignement technique, 31 étudiants boursiers en route pour le Canada et le Ghana. Ils iront parfaire leur formation dans plusieurs domaines d'activité. Jean-Marc Djadji. 31 étudiants boursiers, invités spéciaux du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. Ces 21 futurs techniciens supérieurs et ingénieurs ont été admis dans les collèges d'enseignement général et professionnel Cégep à Québec, au Canada, et 10 dans une université privée au Ghana. Ils reçoivent des informations nécessaires de l'ambassade du Canada et du ministre de tutelle avant leur départ. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces étudiants. C'est un honneur parce que nous croyons dans la Côte d'Ivoire transformée. Nous croyons dans la Côte d'Ivoire industrialisée et ça passe par une formation solide, technique et professionnelle de sa jeunesse. Et c'est ce que nous comptons donner à ces jeunes. Le ministre Kofi Nguessan souligne la solidarité, la discipline et l'endurance au travail dont ces étudiants devront faire preuve à l'extérieur du pays. L'essentiel aujourd'hui, c'est cette importance que le gouvernement accorde à la formation de la jeunesse et surtout à l'insertion professionnelle de ces jeunes. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre sous la houlette du Premier ministre, son Excellence M. Robert Begremambe. Ces 31 étudiants suivront des formations sur 2 ans dans des filières techniques et de technologie. L'admission de ces boursiers ivoiriens dans les cégeps de Québec marque le début de la concrétisation de l'accord signé entre la Fédération des cégeps et le ministère ivoirien de tutelle. L'École nationale d'administration et l'université Alassane Ouattara de Bouaké viennent de signer une convention qui portera donc sur la formation de fonctionnaires et élèves inscrits à l'INA en master professionnel de gouvernance et politique publique. Grace Kando nous en dit plus. Les fonctionnaires, les agents de l'État et les élèves inscrits à l'École nationale d'administration ENA ont désormais la possibilité de se former en master professionnel de gouvernance et politique publique. C'est l'accord conclu entre cette école et l'université Alassane Ouattara UAO de Bouaké. Cette approche devrait à moyen terme favoriser l'harmonisation des diplômes délivrés par l'ENA en vue de leur reconnaissance par le CAMES. La conclusion de ce partenariat ouvre des voies d'une mise à niveau aux standards internationaux de formation spécialisée et pratique, en même temps qu'elle nous installe dans des pratiques déjà en cours, notamment à l'ENA du Sénégal et du Maroc, qui délivrent depuis quelques années déjà des masters professionnels, soit sous la forme de codiplomation, soit sous la forme de double diplomation. La symbiose entre nos institutions catalysera l'émergence de futurs leaders imprégnés des valeurs essentielles à la conduite éthique et efficiente des affaires publiques. Ce master a pour ambition d'aiguiser les capacités managériales des fonctionnaires et agents de l'État, de développer leurs compétences transversales en politique publique. Ce partenariat ENA-UAO, selon les signataires, offre des opportunités nouvelles de formation aux fonctionnaires et agents de l'État, contribuant ainsi à améliorer leurs performances et à consolider l'efficacité du service public. Reportage de Grace Kando. L'Université Polytechnique de Mans célèbre l'excellence au cours de la 7e édition des Journées du mérite et de l'excellence. Les meilleurs étudiants en fin de formation ont été distingués, mais aussi les 24 enseignants nouvellement promus au CAMES. Reportage de Mamadou Kouassi, Gervais Kouassi et Abdoulaye Doumbia. Après des moments de dur labeur, l'heure est à la récompense à l'Université Polytechnique de Mans. La 7e édition du prix d'excellence et du mérite de cette université publique. Des journées marquées par des parades d'étudiants et des conférences publiques. Ces différentes activités sont suivies de moments de distinction. Les meilleurs étudiants de licence et de master 2 de cette université reçoivent leur parchemin au terme de 3 années de formation.
Je n'ai même pas vu le temps passer. Les jeunes filles ont tendance à avoir peur de la science, mais en tout cas, moi, je suis fière de faire la filière scientifique. C'est vraiment une grande joie de recevoir ce diplôme après plusieurs années de travail acharné. Outre ces étudiants, la présidence de l'Université polytechnique de Mans célèbre ses 24 enseignants nouvellement promus au CAMES. Désormais, cette université compte 10 nouveaux maîtres de conférences et 14 maîtres assistants. De quoi réconforter les parents d'étudiants et les cadres de la région de Tokpi, ainsi que le personnel de l'université. Vous savez, aujourd'hui, l'enseignement supérieur tend vers la recherche de l'excellence. Nous parlons même de contrats de performance. Et donc, il y a des indicateurs, évidemment, pour arriver à cette excellence-là. Selon le président de cette institution universitaire, la culture de l'excellence constitue le leitmotiv et surtout la motivation quasi quotidienne des acteurs de cette université. Notre slogan, c'est aujourd'hui, déjà demain. C'est l'institution qui se projette dans l'avenir en préparant sa ressource humaine à pouvoir répondre aux défis de l'avenir. Et donc, en célébrant l'excellence, ça crée de la motivation chez les apprenants, ça donne de la confiance aux employeurs. Et voilà pourquoi nous persévérons à organiser ce type de cérémonie. Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Medien Aka Fulgence salue les efforts consentis par les encadreurs et les responsables de l'Université de Mans pour faire de cette structure une institution de référence en Afrique. L'Université polytechnique de Mans, avec ses différentes écoles ingénieurs et son cycle LMD, forme dans plusieurs filières, notamment dans les mines, l'environnement et les sciences physiques. Et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a procédé à la remise des premiers et deuxièmes prix de l'édition 2023 du prix national d'excellence. Ce sont les structures Vig Assistance Chenille, classé deuxième, et le comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire, qui ont reçu leur récompense de main du ministre Sidi Touré. Reportage signé Frédéric Oulaye, commenté par Abou Sadogo. Le bien-être des animaux, le logement, l'alimentation et le dressage des animaux de compagnie. Une passion développée par le comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire. Pour son engagement, la structure a reçu le 3e prix du prix national d'excellence 2023. Beaucoup de remerciements parce que pour le travail que nous faisons, ce n'est pas tous les jours que cela est reconnu. Donc aujourd'hui, qu'un ministre prenne soin de regarder ce que nous faisons et puis nous-mêmes nous récompenser, c'est vraiment une immense gratitude. Le 2e prix, quant à lui, est revenu à la Vig Assistance Chenille, une structure qui œuvre également au bien-être des animaux. C'est la résultante d'un travail acharné depuis plusieurs années. C'est des formations, c'est plein de choses. Et voir que ça a été récompensé, je suis vraiment honorée et super contente. Classés respectivement 2e et 3e du prix national d'excellence 2023, ces lauréats reçoivent leur récompense des mains du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Ces récompenses sont composées de trophées, d'attestations et de chèques. Sensible à la cause des animaux, Sidi Tiemoko Touré entend engager 9 réformes en vue de mieux encadrer les filières d'animaux de compagnie. Chers lauréats, je voudrais vous féliciter pour votre dévouement pour la cause animale. Je voudrais vous dire que mes services restent à votre disposition pour vous accompagner. Dans ce cadre, je voudrais vous rappeler qu'un projet dénommé Pro Bien-être Animal a été conçu pour faire face aux préoccupations des acteurs. Pour rappel, le premier prix national d'excellence a été décroché par la structure Ors Academy. Pour ces champions nationaux, Sidi Tiemoko Touré entend prendre des initiatives pour l'application des normes et de l'Organisation mondiale de la santé animale. Une organisation non gouvernementale constituée de non-voyants de personnes valides a procédé à la remise de diplômes de fin de formation à ses auditeurs de l'année 2022-2023. Cette organisation dénommée Voir d'Idois a donc récompensé ses auditeurs au nombre de 13. Ces auditeurs, ces récipiendaires ont reçu leur parchemin en présence de leurs parents, amis et connaissances. Reportage de Olivier Kra, commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Plus de 300 personnes réunies au sein de l'Institut national pour la promotion des aveugles, INIPA de Yopougon. Nous sommes au rendez-vous de la 3e journée mondiale du braille pour la remise de diplômes aux auditeurs de la promotion Victoire. Une initiative portée par l'ONG Voir des Doigts, qui a pour objectif de sensibiliser la communauté à la valorisation de la personne en situation de handicap visuel afin de faciliter son insertion socio-professionnelle. Tous les handicapés visuels de Côte d'Ivoire ne pouvaient pas intégrer l'Institut des aveugles. Nous avons créé cette ONG pour permettre à ceux qui ont plus de 28 ans
d'être formés à l'outil informatique et bien sûr à l'initiation à l'écriture braille. Reconnaissant les droits fondamentaux à chaque individu, Mariam Koulibaly, directrice de la radio Fréquence 2, marraine de cette cérémonie, salue l'effort de ce projet qui œuvre pour la promotion des personnes en situation de handicap visuel. L'initiative de l'ONG Voir des Doigts est louable et à encourager. Il s'occupe d'une catégorie de personnes qui n'a plus l'âge d'intégrer l'Institut des aveugles. Encadrer ces personnes-là, c'est pas facile. Accompagner ces personnes, c'est pas évident. Je trouve que c'est quelque chose de génial et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je suis arrivée zéro et aujourd'hui je suis ressortie comme une héroïne. À notre marraine, je ne peux que dire merci pour sa disponibilité, parce qu'elle a pris le temps de nous écouter, d'être avec nous, de nous soutenir. Créée en 2011, l'ONG Voir des Doigts forme des cadres civils, voyants et non-voyants à l'écriture braille, à l'informatique et à la mobilité. L'ONG est composée de 18 membres, démonstration à l'écriture braille et la passation de flambeau à la nouvelle promotion ont permis de comprendre l'enjeu. On parle à présent de la 3e édition du concours des grands débatteurs qui a ouvert ses portes samedi dernier dans la commune de Cocody. Notons que 16 équipes de 4 joueurs, chacune sont en lice pour atteindre donc le pinacle et ravir la cagnotte 2 millions de francs CFA. Ce concours, dont la finale est prévue pour se tenir le 13 avril prochain, a pour objectif de former et mettre au devant de la scène nationale le potentiel de la jeunesse. Un reportage de Jean-Michel Quadio commenté par Léon Brou. Deux équipes en confrontation, chacune défendant farouchement sa position. Au cœur de ce débat, l'instauration d'une langue nationale pour favoriser la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est l'un des 2 thèmes choisis pour la première manche du concours national des grands débatteurs. 16 équipes de 4 joueurs chacune s'affrontent à cette 3e manche pour outiller les jeunes en vue d'assurer leur participation aux réflexions sur les grands enjeux de leur génération. À terme, une cagnotte d'1 million de francs CFA. J'ai envie d'aller jusqu'en finale. L'année passée, je me suis arrêtée en quart de finale et j'ai envie de montrer à la jeunesse que nous avons du potentiel à revendre et que nous devons maximiser sur ce potentiel. Ce débat m'a beaucoup appris parce que je ne savais pas la différence entre une langue officielle et une langue nationale. Pour Dieudonné Loba, coach en oratoire, le débat participe de la culture générale. Moi, personnellement, je suis enrichi. Je trouve que le débat est un exercice intellectuel auquel tout le monde doit s'adapter. Parce que c'est pour moi l'un des meilleurs moyens de se cultiver. Le concours des grands débatteurs, l'une des voies pour résoudre les problèmes sociaux selon le promoteur. On leur donne l'opportunité, la LUCAM, d'analyser et de proposer des solutions. Moi, je pense personnellement que c'est un moyen vraiment idoine pour eux de montrer à la nation que l'une des voies pour résoudre tous les problèmes sociaux qui existent et qui peuvent exister en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. 25 filles sur 64 jeunes issus des écoles d'élite participent à ce concours national dont la finale est prévue pour le samedi 13 avril prochain. International en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a prêté serment hier samedi pour un second mandat. Plusieurs dizaines de milliers de personnes et près d'une vingtaine de chefs d'État ont pu prendre part à l'événement. Et la CAN, on en parle dans cette édition. Retour sur les temps forts qui ont animé la journée d'hier. Voilà, le temps est donné avec cet hymne. Les supporters algériens et burkinabés étaient mobilisés dans les rues de la ville de Bouaké hier pour soutenir leur équipe et les pousser à la victoire. Score final de cette rencontre, 2 buts partout. Nos reporters Jean-Yves Zadi et Soro Corona ont sillonné quelques artères de la ville de Bouaké pour nous donner l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre. Reportage. Les supporters burkinabés résidant dans la ville de Bouaké ont pris d'assaut les différents lieux publics et espaces dédiés à la retransmission de la rencontre capitale entre le Burkina Faso et l'Algérie. Dès l'entame de ce match, ce sont les Algériens qui se montrent les plus dangereux avec plusieurs actions de buts manqués. Il a fallu attendre les arrêts de jeu des premières 45 minutes
pour voir le réveil des étalons du Burkina Faso, qui ouvre le score par un centre de Tapsoba bien envoyé sur la tête de l'attaquant burkinabé qui envoie le ballon au fond des filets. 1-0 à la pause. À la fin de la deuxième mi-temps, le vainqueur sera les étalons de Burkina. Pour le moment, on est lancé. Donc, on espère que ça continue comme ça. On va gagner. En seconde période, les deux équipes se neutralisent. Score final, 2 buts partout. Les supporters algériens restent optimistes quant à la suite de leur équipe dans la compétition. L'Algérie a eu quand même plus d'occasions, on aurait aimé qu'ils gagnent ce match, mais on va féliciter les Burkinabés puisqu'ils ont fait une très très belle rencontre. Ils sont qualifiés, nous on a encore un match pour se qualifier et on espère que l'équipe d'Algérie va aller très loin. C'était dur aujourd'hui en fait, nos joueurs en fait ils n'ont pas l'habitude de jouer dans telle chaleur, en fait, telle humidité en fait. Donc c'est pour ça, la prochaine fois on va jouer à 20h et on va gagner. Les supporters burkinabés félicitent leur équipe pour leurs prestations face au Fennec d'Algérie et appellent à une mobilisation pour le 3e match des étalons au stade Charles Konan Bani. La prestation des étalons était vraiment super, magnifique. Vraiment, nous sommes contents de notre match. J'en profite de votre canal pour lancer un appel à tous les Burkinabés, nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, de sortir massivement toutes les 4 points du pays pour nous accompagner, aller soutenir notre 11 national à Yamoussoukro pour notre 3e match. Dans ce groupe D, l'Angola prend la tête du classement après sa victoire face à la Mauritanie, 3-2 en fin d'après-midi en attendant son prochain match contre les étalons du Burkina Faso à Yamoussoukro. Et dans l'élément qui va suivre, je vous propose de revenir sur les buts qui ont marqué la journée d'hier. L'appel à la VAR, c'est plutôt la VAR qui appelle l'arbitre en cas de... Et je pense que oui, effectivement, il y a un chouïa, c'est vrai que c'est pas grand, mais il part un tout petit peu en avance lors de cette très très belle passe en profondeur dans le dos de Ben Sebaini. Il accorde le but à la formation du Burkina Faso. De position, effectivement, il y a le talon de Aïssa Mendy qui est beaucoup plus bas que l'épaule de Mohamed Kona. Attention. Attention, ce ballon qui est levé plutôt dans le mur. Et l'égalisation. Légalisation signée Bounija. Il réussit quand même une parade réflexe sur cette frappe algérienne. Il n'y a pas faute, messieurs. C'est juste une erreur de placement. Déjà le mur. Ce regard. Le gros plan de la réalisation. Bertrand Traoré face à Mandrea Anthony. Inak. Bertrand Traoré. Qui est envoyé. Légalisation, le désattentat. Il fallait faire attention. Car c'est son doublé dans cette opposition entre Algérie et Burkina Faso. Geste final. Le corner. Au deuxième poteau, avec cette fois ce ballon qui va finir sa course au fond des filets. Mauvaise appréciation de Baba Cagnas. Et l'Angola ouvre le score. Allez, pourquoi pas, sur cette opportunité. Il a passé 2 défenseurs. Il peut frapper au but. Il est exceptionnel, ce but. Attention à ce ballon, chippé par l'attaquant qui va essayer d'enrhumer cette défense. Et oui, le deuxième but. Et la défense mauritanienne, une nouvelle fois, va paniquer. C'est finalement Gilberto. Il a découvert coup de rein dévastateur. Et quel but exceptionnel. Je doute un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aboubakari Koïta, sur cette action, il a l'espace pour frapper. Il peut frapper. Et quel but. On essaie d'occuper les couloirs. Côté malien, les aigles qui vont partir. Ils pénètrent dans la surface de réparation, la frappe. Et le but matinal, on dira. Pour cette formation. Des joueurs comme Sako tout à l'heure, comme Koïta tout à l'heure, j'ai dit, Sinayoko, si tu lui laisses un peu d'espace, comme on a vu tout de suite, ils peuvent marquer, ils peuvent débloquer la situation. Et vraiment, même s'ils mènent le score, ils essaient de défendre tous devant leur camp. Une occasion. Et l'égalisation. Voilà. Légalisation pour la Tunisie. Rafia. Légalisation pour la Tunisie. Hamza Rafia. Et ses percussions sur le côté gauche. Et pratiquement tout le jeu de la Tunisie est concentré sur le côté gauche, c'est-à-dire côté de Amari, côté droit de la défense malienne. Une belle passe en retrait et un joli but de la part de Rafia.
Voilà de magnifiques buts inscrits pour la journée d'hier. La CAN de football africain, c'est chez nous. Vive le football africain, la grande messe du football africain en Côte d'Ivoire. Place à présent au magazine de ce dimanche, madame, monsieur. Eh bien, depuis le samedi 13 janvier, la Côte d'Ivoire vibre au rythme de la CAN de football. Mais le football, ce n'est pas seulement le jeu qui se déroule sur le rectangle vert avec ses 22 acteurs. C'est toute une industrie et sur une chaîne de cette industrie, il y a ceux que l'on appelle les agents de football. Ils sont dans l'ombre, mieux, ils sont l'ombre des joueurs. Ils abattent un travail de fourmi, discret et pas très médiatisé. Ils jouent un rôle important pour ce qui relève de la carrière de leur poulain, leur métier. On en parle dans cette édition. À l'entame de cette édition, nous avons présenté l'un d'entre eux. Ils seront deux à nous accompagner au cours de cette édition, au cours de ce magazine. Deux agents de joueurs donc sont avec nous sur ce plateau. Monsieur Valère Sinclair, monsieur Michael Ncho. Bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Alors messieurs, présentez-vous chacun très rapidement. Ok, Valère Sinclair, agent ASEC international, agent de Kolo Habib Touré, Habib Maïga et tout dernièrement Christier. Et vous, messieurs? Monsieur Michael Ncho, je suis l'agent de Evan Ndika, Oumar Diakité, Jonathan Bamba, Karl Toko Ekambi avec le Cameroun, Yves Bissouma avec le Mali, Jérémy Bella avec l'Angola. Des noms bien connus du monde sportif et surtout des sportifs ivoiriens. Alors, votre métier, qu'est-ce que c'est que le métier de l'agent de joueur? Le métier, c'est juste jouer. On appelle ça aujourd'hui être intermédiaire sportif, c'est-à-dire être la différence, le choix entre un club et un joueur de football, représenter son joueur, défendre ses intérêts et puis accompagner sa carrière. Monsieur Michael Ncho? C'est être l'avocat du joueur. L'avocat du joueur. Construire sa carrière. Alors, dites-nous, comment devient-on agent de joueur? On devient agent de joueur d'abord. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par les arcanes de la formation ou c'est à la force de son carnet d'adresse? Aujourd'hui, la FIFA a installé ce qu'on appelle un examen qu'il faut passer. Il faut connaître les droits sportifs et tout. Comme Michael l'a dit, il faut être un avocat, c'est-à-dire aujourd'hui, pour défendre un joueur, il faut connaître les lois du foot, il faut connaître comment discuter pour ses contrats et tout. Et puis bon, voilà. Non, mais il faut forcément passer un examen. Il faut être habilité à pouvoir travailler dans ce métier-là, avoir sa licence d'agent de joueur et après avoir la connaissance du terrain aussi. C'est très important, l'expérience t'aide à construire la carrière du joueur. Et cet examen, vous l'avez passé tous les deux? Oui, bien évidemment. Expliquez-nous les différentes classes par lesquelles vous êtes passé pour devenir agent de joueur. Certainement que vous allez peut-être inspirer de nouvelles vocations, sait-on jamais? Moi, personnellement, j'étais avec l'Académie Jean Guillou, avec ces joueurs-là, Kolo, Aruna, Dedan, tout ça. On a fait jouer ensemble, j'ai joué en Europe. Après, j'ai voulu passer la formation d'agent de joueur. Donc tu passes ta formation à l'école normalement et après sur le terrain, vu que tu as joué au football, avec l'expérience te permet de pouvoir travailler sur le joueur et construire la carrière. Et vous, monsieur Valère? Moi j'ai commencé en tant que consultant financier pour une banque en Angleterre et puis après Didier Drogba est venu en Angleterre, j'ai créé le fan club Didier Drogba. Et après ça, j'ai appris le métier et en tant que consultant financier, ayant une expérience en banque, j'ai passé le diplôme avec la Fédération anglaise de football et puis bon, voilà. Alors dites-nous, est-ce que c'est le joueur qui vous choisit ou c'est vous qui choisissez le joueur? Comment ça se passe? Ça dépend. Je veux dire par exemple qu'en 2007, quand je signais Kolo Touré Habib, c'est une opportunité que j'ai avec Manchester City pour l'avoir et puis après... quand tu travailles bien avec un joueur, il t'introduit certains joueurs, comme Kolo m'a fait introduire Aruna Dendane. Et puis je pense que c'est comme ça, souvent ce sont des joueurs qui choisissent, mais souvent aussi c'est le travail de l'agent. Moi personnellement, ça dépend de la mentalité de la personne. Moi, tellement j'ai vu les joueurs africains se faire avoir, j'ai eu la conviction de dire je vais accompagner, je vais aider et je vais défendre leurs intérêts. Donc raison pour laquelle j'ai commencé à démarcher les joueurs, à vraiment apporter mon expérience, les accompagner. Notamment Jonathan Koudja que j'ai ramené en sélection de Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe que j'ai mis à Arsenal pour 80 millions, Bissouma que j'ai mis à Tottenham pour 45 millions. Donc il y a un travail qui a été mis en place et ça donne ce résultat-là. Ces joueurs africains aujourd'hui qui sont à l'extérieur au niveau continental qui brillent et qui aident aujourd'hui notre sélection, notamment Evan Ndika que j'ai mis à la Roma, de Francfort à la Roma qui joue et qui apporte aujourd'hui son expérience avec la Côte d'Ivoire et Oumar Diakité, Jonathan Bamba. Donc voilà quoi. Alors dites-nous, comment ont été les débuts de votre démarche? Est-ce que ces débuts ont été faciles, difficiles? Vous êtes passé par d'énormes difficultés pour justement avoir le crédit de la confiance de ces joueurs? Comment ça s'est passé?
Franchement, ça n'a pas été facile, honnêtement. C'est-à-dire pour pouvoir montrer de ce qu'on est capable, déjà pour être un Africain. Pour un Africain, c'est déjà très très difficile de pouvoir s'imposer, déjà de nous faire confiance. Et il y a beaucoup d'incertitudes quand tu es un Africain qui veut faire ce métier-là. Il faut être courageux, il faut être patient. Et moi, j'ai la crainte de Dieu qui me permet d'avoir de la force et de travailler de manière sincère. Et c'est comme ça, tu peux vraiment casser les portes et t'imposer, quoi. À vos débuts, à vous? Ouais, le début, c'est toujours difficile parce que tu viens dans le métier, c'est un métier, je veux dire, un métier white, un métier de blanc. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est difficile. Mais comme Michael le dit, il faut travailler. Et puis, il faut surtout avoir les connexions, il faut surtout connaître les gens. Parce que on peut avoir les diplômes, il y a des gens qui ont des diplômes d'agents de joueurs depuis 10-15 ans, mais ils font pas peut-être les transferts que Michael fait. Voilà, donc c'est une question de connexion. Alors on va prendre un cas pratique. Supposons que j'ai un filleul que j'estime plutôt talentueux en football. J'aimerais faire de lui un joueur professionnel. Quelles sont les étapes qu'il me faut franchir? Comment puis-je vous contacter? On se trouve sur le site d'abord de la FIFA. Voilà, nos agences se trouvent là-bas. Et puis après, on travaille avec des scouts un peu, qui regardent un peu, parce que les scouts sont des gens qui sont très importants dans ce système. Parce que les scouts, ils sont plus techniques, ils sont plus sur le terrain. C'est à eux de spotter les joueurs pour dire, bon, il y a un gamin ici qui est bon. Et puis après, comme Michael l'avait dit, il y a la mentalité. Parce que tu peux signer un joueur, mais s'il n'a pas la mentalité, s'il n'a pas l'envie pour arriver au sommet, il ne pourra pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous déplacer pour aller sur un terrain nu dans des quartiers, on va dire, populaires, pour voir par vous-même le talent de ces jeunes joueurs? Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager une de vos expériences? C'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est de pouvoir éduquer toute une jeunesse, parce que je n'ai vécu avec l'Académie Jamaguiou. Je pense que ces jeunes-là n'ont pas été encadrés au moment qu'il fallait, et ça fait que certains ont failli à leur talent. Donc moi, aujourd'hui, c'est un accompagnement que je fais, c'est une éducation que j'envoie, et dire aujourd'hui, l'école et le football, c'est compatible. Donc c'est pas que le travail, mais une éducation qu'il faut envoyer à la jeunesse pour leur permettre de pouvoir éclore dans ce qu'ils veulent faire, au fait, et c'est très important. Donc moi, je me déplace, je vois les familles, je vois le joueur, et je vois l'encadrement qui entoure le joueur pour pouvoir l'accompagner. Est-ce que vous avez une expérience à nous partager concernant bien sûr ce travail de détection qui allie proximité et justement résultat? Comment est-ce que vous avez déjà vécu justement ce rapport avec ces joueurs que vous avez détectés? Ce premier contact? Ouais, ce premier contact, notamment, je dirais Jonathan Kodja, que je joue avec lui. Je l'ai vu jouer, j'ai vu ses parents, son père, sa mère, sa soeur, sa famille, et j'ai vu que ce joueur-là pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait un travail de manière sincère et je l'amène avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il fallait avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était une fierté de voir que ces gens de joueurs, quand tu es proche d'eux, tu es présent dans leur vie, tu les accompagnes, tu es comme un grand frère, tu fais partie de leur famille. Tu vois une sincérité qui est vraiment vraie, quel que soit ce qui va se passer autour, il ne pourra pas te trahir. Et ça, c'est très important. Merci, monsieur. Monsieur Valère. Oui, moi, j'organise souvent des détections ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Je l'organise avec mon agence. Et il y a au moins 6 mois, on a détecté 8 jeunes joueurs qu'on a pris, qu'on a envoyés, qui sont aujourd'hui des professionnels. On les accompagne en regardant dans leur famille, en les voyant et on essaie d'aider. Alors, voici une question que se posent certainement des milliers de téléspectateurs. Comment se négocie un contrat de football? Sur la qualité du joueur, comment se déroulent les négociations? Dites-nous. Les négociations, c'est un club qui est intéressé par un joueur, c'est un club qui contacte l'agent du joueur. C'est l'agent du joueur qui commence à discuter avec le club, qui en parle à son poulain pour voir un peu. Mais quoi qu'on dise dans ce milieu, le boss, c'est le joueur parce que c'est lui c'est sa carrière. Nous, on ne fait que donner des conseils, nous, on ne fait que assurer que quand il va dans un club, il sera bien. Et puis après, c'est lui qui prend la décision. Est-ce que les sommes faramineuses qui sont proposées aux joueurs ne vous font pas frémir? Non, pas forcément, parce que comme j'ai toujours dit, ça dépend de la conviction qu'on met sur pourquoi on fait ce métier. Si c'est pour de l'argent, je pense que tu ne vas pas faire long feu. Si c'est pour accompagner, travailler de manière sincère, je pense que ces sommes-là ne peuvent pas te faire tourner la tête, quoi. Donc tu restes toujours droit dans tes bottes et tu continues à travailler de manière sincère pour représenter ton continent et montrer à l'extérieur que voilà, nous on peut faire du bon boulot, qu'on peut travailler et montrer qu'on a des compétences aussi. Alors dites-nous, c'est un métier qui paie plutôt bien, n'est-ce pas? Oui, comme tout bon métier, je pense que le football aujourd'hui économiquement, c'est l'une des industries les plus développées, les plus vues.
Et on sait un peu ce que le football engrange. On vit ça maintenant à la CAN de l'hospitalité. Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous impliquer personnellement dans la vie de vos joueurs ? D'aller au-delà du cadre professionnel pour les suivre, par exemple, quand ils sont confrontés à faire certains choix importants pour leur carrière. Moi, je fais que ça. C'est du babysitting que vous faites ? Exactement. J'essaie de faire plus que du babysitting. Il faut être présent dans leur vie. Expliquez-nous. Je les accompagne dans tout, quoi. Gestion de patrimoine, comment investir, gérer leur après-carrière, et voilà, comment se construire. Parce qu'aujourd'hui, le footballeur, on n'apprend pas à avoir beaucoup d'argent d'un coup. Donc souvent, il y a ce côté négatif du métier qui arrive. C'est-à-dire que s'il a beaucoup d'argent d'un coup qui gère mal, ça peut faire le revers de la médaille. Donc il faut l'accompagner, parce que peut-être qu'il n'est pas préparé à ça. Donc il faut être présent dans tout pour vraiment l'amener à faire une très grande carrière et l'après-carrière qu'il arrive à se retrouver aussi. C'est très important. Alors pour vous qui avez l'habitude d'évoluer dans une sphère assez professionnelle, de travailler avec des clubs assez professionnels même je dirais, quel est votre regard de l'évolution du déroulement de la CAN en Côte d'Ivoire depuis son début? Moi je suis très content. Franchement, le président de la République a fait un très 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 bon boulot avec ses collaborateurs. La CAN, moi je suis parti à Korogo, j'étais là, je suis revenu ce matin. Franchement, c'est incroyable ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde est content, tout se passe bien et je suis content que ça se passe en Côte d'Ivoire chez nous et de cette manière, quoi. La CAN de l'hospitalité, on le découvre, je pense que le pays bouge, tout le pays en ébullition. Vraiment, c'est une organisation presque parfaite, à part la première semaine où il y a eu des problèmes de tickets. Je pense que le gouvernement a mis assez de moyens. Il faut dire félicitations. Voilà, il faut dire félicitations au chef de l'État qui, pour moi, est en train de bâtir la Côte d'Ivoire du futur. Et on voit ça dans ce football avec des beaux stades. On espère maintenant qu'après la CAN, que ça continue, qu'on arrive à entretenir ces stades et qu'on arrive à former de nouveaux champions pour une Côte d'Ivoire meilleure. Alors, on parlait à l'instant de votre implication dans la vie privée de vos poulains, de vos joueurs. Alors, prenons un exemple précis. Par exemple, demain, la Côte d'Ivoire, comme plusieurs autres équipes, sera face à son destin. Elle devra donc tout faire pour l'emporter. Dans quel état d'esprit est-ce que ces joueurs se trouvent, vous qui les fréquentez au quotidien? Comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous les accompagnez sur le plan psychologique? Bien sûr, moi personnellement, j'ai des joueurs, comme je dis, avec la Côte d'Ivoire. J'ai Ivan, Joe Bamba, Omar Diakité. J'échange avec eux tout le temps. Hier, j'étais avec eux au téléphone. C'est des soldats, ils sont prêts, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent l'étendue de la compétition. Donc, personnellement, c'est des professionnels, c'est des commandos et je pense qu'ils vont assumer lundi. Et je ne suis pas inquiet pour ça, ils sont prêts. Vous leur avez communiqué des mots particuliers pour les motiver? Moi, je leur dis de prendre du plaisir. Voilà, c'est une opportunité qui se présente à eux de représenter son pays qui organise la CAN. Donc, prenez du plaisir, faites-vous plaisir. Et la population prendra du plaisir. Et vous, je pense qu'ils seront là demain, ils seront présents. Ils savent qu'on a investi beaucoup dans cette CAN. Il ne faudrait pas que le spectre de 1984 se passe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été ramasseur de balles en 1984. Et on a été éliminé au premier tour parce qu'on était 3e de poule. Et j'espère que demain, les éléphants seront présents et on leur prodigue des conseils, on parle avec eux. Ils sont prêts, ils ne viennent pas. Il n'y a personne qui vient pour jouer pour son pays, pour ne pas mouiller le maillot. Et je pense que ces enfants sont en confiance et on espère que demain soir, la qualification sera au bout. Et justement, concernant ces éléphants, d'autant qu'après leur défaite face aux Super Eagles du Nigeria, les éléphants de Côte d'Ivoire ont repris les entraînements sur la supervision de l'entraîneur national et de son staff. C'est demain donc que les Pachidem bloqueront leur 3e match face à la Guinée équatoriale. À l'entraînement, tout est mis en place pour que les éléphants soient prêts à affronter ce match. Notons que le Premier ministre Robert Begremambé a assisté dans la soirée d'hier au choc du groupe E opposant la Tunisie au Mali, au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Au sortir de cette rencontre, il a exprimé sa fierté quant à la mobilisation autour de la 34e édition de la CAN 2023. On l'écoute. Je remercie les Ivoiriens pour la grande mobilisation qu'on observe autour de cette compétition. Je remercie tous nos frères et sœurs africains qui sont en Côte d'Ivoire et qui nous donnent l'occasion de partager notre grande hospitalité. Je remarque que les stades sont de plus en plus remplis, à plus de 80-90%. N'eût été la décote imposée par la CAF, on ferait les 100%. Par conséquent, je souhaite
au nom du président, que cette compétition soit un moment de partage fraternel et que nos frères et sœurs qui viennent en Côte d'Ivoire vivent cette hospitalité qui est la nature même de l'Ivoirien. La CAN est une grande réussite, elle sera une réussite jusqu'à la fin. Vive la fraternité africaine. Voilà à l'instant le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et on va justement terminer sur cette petite question. Monsieur Mekalencho, vous avez été désigné meilleur agent de joueurs africains ces dernières années. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette performance réalisée très rapidement? Je pense que c'est le travail, l'abnégation, le travail, et montrer à la jeunesse qu'on peut partir du rien et devenir quelqu'un. Il faut toujours se battre et travailler, être sérieux, et on sera récompensé comme ça, et ça motive pour la suite. Alors, merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous ce dimanche dans le cadre du magazine de 13h, avancé à 11h30 pour raison, justement, de l'actualité en rapport avec la CAN. C'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition. Dans le cadre du magazine du dimanche, madame, monsieur, nous recevions messieurs Valère Sinclair et Michael Ncho, tous deux agents de joueurs de football. Avec eux, nous avons essayé d'en savoir davantage sur leur métier, la nature de leur rapport avec leur poulain, leur impact sur la carrière des joueurs dont ils ont la gestion quotidienne. Cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces teams qui célèbrent la CAN qui se tient chez nous en Côte d'Ivoire. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton père, passe le message à ta sœur. Il est